On sait que nos souvenirs sont stockés dans notre cerveau dans des réseaux de neurones qui établissent entre eux des connexions plus ou moins stables. Une hypothèse veut que de cette stabilité dépendrait le devenir de nos souvenirs. Or, ceux-ci ne seraient pas d'emblée stockés sous leur forme définitive, mais seraient au contraire graduellement consolidés dans notre cerveau, grâce à la plasticité de nos réseaux de neurones. En somme, notre mémoire ne serait pas figée, mais serait au contraire extrêmement flexible et dynamique, se transformant au cours du temps, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer par une petite expérience. Regardez cette photo. Que représente-t-elle? Une table de cuisine sur laquelle on a posé un plat, probablement à base de tomates et peut-être d'œufs. Maintenant, essayez de vous remémorer cette image. Pouvez-vous me dire ce qu'il y avait dans le coin en haut à droite de l'image? Alors, un petit indice, c'est une plante aromatique. Vous l'avez? Oui, c'est ça. C'est une branche de basilic. Donc, vous vous souvenez d'avoir vu du basilic dans cette image. Maintenant, continuons l'expérience. Combien de feuilles de basilic cette branche de basilic contenait-elle? 2, 3, 4? 4, non? Eh bien non, en fait cette branche de basilic contenait en fait 6 feuilles, 4 grandes et 2 plus petites qui vous ont probablement moins marqué. Néanmoins, si je vous demande maintenant de me dire combien vous voyez de feuilles sur cette branche de basilic, eh bien vous me répondrez bien 6 feuilles. Cette petite expérience est là pour illustrer mon propos entre perception et mémoire. Notre mémoire de quelque chose dépend bien évidemment directement de notre perception de cette chose, mais nous ne conservons pas en mémoire l'ensemble des détails concernant cette chose. Que ce soit une image, un film, une leçon ou un épisode de votre vie. Peut-être par souci d'économie de nos capacités cérébrales. Notre mémoire n'est donc pas un album de photographies de notre passé qu'on peut consulter à loisir mais qui ne changerait pas. Au contraire, nos souvenirs se transformeraient au cours du temps. Dans une précédente vidéo que je mets ici en lien, on a vu que l'hippocampe, une structure du lobe temporal de notre cerveau, serait essentielle à notre capacité de mémoriser nos souvenirs. J'avais notamment mentionné ce patient HM qui, dans les années 50, à la suite d'une chirurgie visant à traiter ses problèmes d'épilepsie, était devenu amnésique après avoir perdu ses 2 hippocampes. Les neurones de notre hippocampe communiqueraient en effet avec ceux de notre néocortex, qui constitue finalement l'écorce de notre cerveau. En effet, quand nous percevons des informations visuelles, par exemple, comme quand on mémorise les images d'une scène particulière, d'un paysage, d'un lieu qu'on visite, nous activons les neurones de notre cortex visuel qui est situé à la base arrière de notre cerveau. Ce cortex a une organisation bien spécifique lui permettant de coder et de décoder la couleur de cette scène à un endroit donné de ce cortex, la luminosité à un autre endroit, ou le contraste de cette scène dans une autre région bien déterminée de ce cortex visuel. Ces informations sont ensuite transmises vers d'autres cortex qui sont dits associatifs, puisqu'ils facilitent l'association de ces informations venant de différentes régions, nous permettant finalement d'interpréter ce que nous percevons comme un tout cohérent et non comme des éléments discrets et séparés les uns des autres. Le rappel de notre souvenir de cette information visuelle ferait intervenir la réactivation de ces aires néocorticales, mais plus particulièrement des aires associatives impliquées lors de la perception de notre information visuelle. Et c'est pour cela que se remémorer une scène, une image, n'est pas la même expérience que la voir réellement, comme on l'a vu avec nos feuilles de basilic. En effet, voir quelque chose fait directement intervenir notre cortex visuel primaire,
alors que se remémorer cette chose ferait plus intervenir nos cortex associatifs. Mais qu'est-ce qui nous permet le rappel cohérent de choses distribuées dans ces différentes aires associatives de notre cerveau? En fait, entre le moment où on encode, c'est-à-dire où on perçoit une information, et le moment où on s'en rappelle, un processus de consolidation, de maturation de la trace amnésique, aurait lieu dans notre cerveau. Durant cette phase de consolidation, qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs années si on parle d'un souvenir particulièrement ancien, l'hippocampe se chargerait d'activer de manière simultanée les mêmes aires corticales, en particulier les aires associatives, ayant été activées lors de la perception de l'information. L'hippocampe permettrait donc à ces aires corticales de consolider la transmission synaptique entre les neurones qui en font partie et ainsi de mettre en relation des neurones pourtant distants, les uns avec les autres, de manière beaucoup plus stable et surtout permanente. Cette consolidation synaptique va donc permettre ultérieurement un bon rappel de l'information. En effet, lors du rappel, qu'il soit spontané ou non d'une partie de l'information et donc de la réactivation d'une partie seulement du réseau de neurones impliqué dans la trace amnésique, on a, grâce à cette connectivité corticale qui s'est mise en place au cours du temps, une réactivation de toute la trace amnésique et donc du souvenir auquel elle est associée. Alors une question qu'on peut se poser est de savoir si l'hippocampe est essentiel au rappel de ces informations néocorticales ou si au contraire, avec le temps, la trace corticale deviendrait indépendante de l'hippocampe. Ou, en d'autres termes, est-ce que l'hippocampe a un rôle temporaire ou au contraire permanent dans le stockage des informations? Qu'en est-il du patient HM justement? Ce patient qui était devenu amnésique après avoir perdu ses deux hippocampes. HM souffrait d'amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'il était incapable de former de nouveaux souvenirs après 1953, l'année de son opération qui lui fit perdre ses hippocampes. Donc c'est comme si, jusqu'à la fin de sa vie en 2008, HM a vécu dans le monde des années 50. Néanmoins, HM souffrait également d'une amnésie rétrograde modérée. C'est-à-dire qu'il avait aussi des pertes de mémoire pour des souvenirs ayant eu lieu quelque temps avant son opération. En revanche, ses souvenirs les plus anciens, ses souvenirs d'enfance en particulier, semblaient être les mieux conservés. Cette observation est en accord avec le modèle dit standard de la consolidation mnésique. Formé à la fin du XIXe siècle par des auteurs tels que Théodule Ribot, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que je mets ici aussi en lien, et défendu depuis plusieurs années par différents neuroscientifiques tels que Larry Squire. Alors que nous dit ce modèle standard de la consolidation mnésique? Il nous dit qu'une information est tout d'abord stockée en mémoire à court terme sous forme fragile ou labile, puis grâce au phénomène de consolidation, cette trace amnésique se stabiliserait au niveau néocortical pour être stockée en mémoire à long terme. Le modèle standard de la consolidation mnésique nous dit que tant que cette trace n'est pas consolidée et donc stabilisée en mémoire à long terme, notamment donc au niveau du néocortex, cette trace resterait sensible à une lésion de l'hippocampe. Par contre, une fois consolidée, l'hippocampe ne serait plus requis dans le rappel de cette information et donc la lésion de l'hippocampe n'aurait aucun impact sur la mémoire de cette information puisqu'elle serait à l'abri, stabilisée dans un réseau de neurones de notre néocortex. Cette théorie expliquerait donc pourquoi les souvenirs les plus anciens du patient HM n'étaient pas affectés par sa perte des deux hippocampes. Un groupe de chercheurs de l'Université de Bordeaux est venu à la fin des années 90 confirmer ces observations avec une étude d'imagerie faite sur la souris. Ces chercheurs entraînaient des souris dans un labyrinthe dans lequel elles pouvaient recevoir des récompenses alimentaires et au cours d'un apprentissage qui durait une dizaine de jours, les souris apprenaient que ces récompenses étaient toujours localisées dans les mêmes 3 bras du labyrinthe. Si bien que pour obtenir un maximum de récompenses, elles avaient appris à éviter d'aller dans les autres bras vides du labyrinthe qui ne contenaient pas ces récompenses.
Les souris étaient ensuite testées à différents intervalles de temps pour voir si elles se rappelaient de ces bras. Ainsi, leur mémoire récente était testée à court terme, c'est-à-dire à 24 heures, après la fin de cet apprentissage, ou au contraire, c'était leur mémoire ancienne qui était testée 30 jours après la fin de celui-ci. Dans les deux cas de figure, les souris se rappelaient bien de l'emplacement où elles pouvaient obtenir leur récompense alimentaire. Les auteurs de l'étude ont ensuite voulu savoir quelle structure cérébrale était activée lors des rappels, qu'ils soient à 24 heures ou à 30 jours. Pour cela, ils ont utilisé une technique de marquage des neurones activés durant ces différents rappels des informations spatiales qu'avaient apprises les souris. Les résultats de cette étude révélaient un changement de marquage des neurones actifs au cours du temps, dans l'hippocampe, mais aussi dans des structures néocorticales, comme celle du cortex préfrontal. En effet, on voyait ces cortex s'activer de manière plus importante après 30 jours qu'après 24 heures, suggérant que le rappel de ces informations anciennes, datant de 30 jours, dépendrait bien de l'activation des neurones du néocortex. Et dans le même temps, on voyait un désengagement des neurones de l'hippocampe dans le rappel de ces informations anciennes, alors que ces neurones hippocampiques étaient bien initialement engagés dans le rappel des informations récentes, 24 heures après la fin de l'apprentissage. Ces données venaient donc confirmer le modèle standard qui attribuait à l'hippocampe un rôle temporaire dans la consolidation mnésique, puisque cette structure semble ne plus être sollicitée quand un souvenir est ancien et donc déjà consolidé au niveau néocortical. Néanmoins, ce modèle standard de la consolidation mnésique ne conçoit pas que la trace mnésique, une fois dans le néocortex, ne puisse évoluer au cours du temps. Ce modèle nous dit en effet que les souvenirs consolidés dans le néocortex retiendraient exactement les mêmes caractéristiques que l'information initialement perçue lors de l'encodage de ce souvenir dans le réseau initialement hippocampo-néocortical. En somme, la théorie standard ne conçoit pas que notre mémoire puisse se transformer au cours du temps. Or, cette notion est en désaccord avec d'autres résultats du groupe de chercheurs dont on vient de parler. En effet, quelques années plus tard, ce groupe de chercheurs fit une nouvelle étude et montra un autre phénomène fort intéressant. Ils s'intéressèrent cette fois-ci au cortex pariétal, une autre partie du néocortex qui ne présentait apparemment pas de changement de marquage dans leur première étude. Globalement, en effet, les chercheurs ne voyaient pas de modification globale d'activité des neurones de ce cortex pariétal, que le rappel d'informations soit fait à court terme ou à long terme, comme on peut le voir ici. Le nombre global de neurones activés dans les deux cas semblant être le même. Néanmoins, les chercheurs regardèrent de manière plus précise ce marquage de neurones en étudiant les différentes couches de ce cortex. Le néocortex est en effet organisé en couches successives, des plus superficielles et directement situées sous le crâne comme les couches 1, 2 et 3, aux couches plus profondes comme les couches 5 et 6. Or, les neurones qui constituent ces couches ne sont pas connectés de la même manière. Il se trouve que les couches profondes du cortex sont composées de neurones qui sont directement connectés à d'autres neurones de structure plus profonde du cerveau. Au contraire, les couches superficielles du néocortex sont elles composées de neurones directement connectés à d'autres aires néocorticales. Eh bien, le groupe de chercheurs observa que le rappel récent d'informations impliquait préférentiellement l'activation des couches plus profondes du cortex pariétal, alors que le rappel d'informations anciennes impliquait au contraire plus spécifiquement l'activation des couches plus superficielles. Et donc il y avait au cours du temps un engagement de ces couches superficielles dans le rappel des informations spatiales et au contraire un désengagement des couches plus profondes. Ces données semblent donc montrer qu'au cours du temps, au cours du processus de consolidation, les informations se corticalisent, puisqu'elle finit par impliquer des neurones, des couches superficielles du néocortex, qui entretiennent des relations avec des neurones d'autres aires néocorticales. Ce que l'on peut voir ici sur ce schéma théorique. On voit qu'immédiatement après un apprentissage, la trace mnésique serait dépendante d'un réseau impliquant l'hippocampe et le néocortex, sans que les neurones de ce néocortex ne soient encore véritablement liés de manière stable les uns aux autres.
Puis, au cours du temps qui passe, cette trace amnésique évoluerait pour devenir indépendante de l'hippocampe, mais surtout dépendante de nouvelles connexions intercorticales qui se sont mises en place au cours du temps. Ce modèle théorique validerait donc en partie la théorie standard de la consolidation mnésique, qui donne à l'hippocampe un rôle temporaire dans la récupération des souvenirs, mais réfute l'idée qu'une fois stockée au niveau cortical, la trace mnésique se fige, puisqu'il semblerait qu'au cours du temps, les neurones associés à ce souvenir ne soient plus les mêmes. À 24 heures, ce sont les neurones des couches profondes du cortex qui semblent impliqués dans le rappel de l'information, alors qu'à long terme, ce sont ceux des couches plus superficielles qui le sont. Cette observation est en effet beaucoup plus en accord avec une autre théorie dite de la transformation mnésique, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Alors si la vidéo vous a plu et pour faire marcher les algos, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié, envoyez des petits pouces bleus et ajoutez des commentaires ici en bas. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.